Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premiers en spécialité sciences et vie de la Terre. Donc je vous propose dans le thème numéro 1, la Terre, la vie et l'organisation du vivant, qu'on s'intéresse donc à la dynamique de la litosphère, qui est un petit peu particulière, à savoir donc la dynamique de la litosphère. Ok. Alors vidéo très importante puisqu'en fait ça va faire la jonction entre la structure donc de la Terre, ce que nous avons vu dans la précédente vidéo, et les deux vidéos qui vont suivre. Ok. Donc cette vidéo est extrêmement importante. Alors c'est vrai, je le sais, la plupart des profs SVT le font en un seul bloc. Moi je trouve c'est un peu, enfin en tout cas ma prof SVT quand on avait fait le cours, je sais qu'elle a fait ça en un seul bloc, ok, tout le bloc géol. Donc elle a fait ça en deux gros blocs, structure interne de la Terre et dynamique de la litosphère et les mouvements au sein des différentes zones. Bon, honnêtement, moi je trouve ça un peu, bon, pas décousu, mais je trouve ça c'est trop, enfin je trouve ça trop lourd. Donc honnêtement, on va couper la partie, on va dire, mouvement des plaques en 3 temps. C'est-à-dire là, on va expliquer vraiment la dynamique de la litosphère. Et après, donc on verra les différents cas, les différents types de mouvements dans les deux autres vidéos. Alors, oui, parce qu'en effet, déjà, première des choses qu'on avait expliqué dans la dernière vidéo, c'est que tout simplement, la Terre, elle est découpée en différentes enveloppes concentriques, ok. Première chose. Et deuxième chose, donc on avait expliqué pour la litosphère, que la litosphère, en fait, c'est le groupement, tout ça, c'est l'association de la croûte plus du manteau, ok. La croûte et le manteau, ça s'appelle la litosphère, ok. Bravo. Ça, c'est la deuxième chose. Et donc cette litosphère-là, comme tout simplement on est sur Terre, et cette litosphère-là, ou bien cette plaque, à quoi ça correspond? Déjà, première des choses. Et une lithosphère ou bien une plaque océanique, ou bien une plaque lithosphérique, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, rien de plus qu'une zone calme qui va être bordée par des zones actives, donc aussi bien en volcanisme ou en séisme. Par exemple, si je vous prends la frontière donc entre les plaques nord-américaines et eurasiatiques, donc les plaques en elles-mêmes nord-américaines et eurasiatiques, et ce sont des zones plutôt calmes, globalement, en termes de volcans, des séismes, en tout cas en termes d'activité géologique. En revanche, si vous allez au niveau de la frontière, donc qui est située en plein milieu de l'océan, donc si vous faisiez une balade, et vous constaterez que sous la mer, on a des volcans, ok, on a des volcans sous-marins, bon, ici de type effusif, et on aurait également des séismes, ok. Et donc là, cette frontière-là, on appelle cela une dorsale aussi. Alors justement, ces zones-là, au début, ok, ces plaques, on s'est posé la question, ok, durant les précédents siècles, donc 16e, 17e, et la question a vraiment commencé à se poser à partir du 19e, voire 20e siècle, et c'est Alfred Wegener qui a démarré un peu les recherches là-dessus. Et justement, c'est là qu'on s'est toujours posé la question, mais est-ce qu'elle se déplace, ok? Parce qu'en effet, si on regarde un modèle de la Terre, donc il y a 3,7 milliards d'années déjà, et on avait un seul continent. Et après, on avait toute la mer autour, ok? On avait une Pangée. Et après, au fur et à mesure, les continents, vous voyez, la carte de la Terre n'est pas du tout identique. La carte de la Terre aujourd'hui, on a bien 5 voire 6 continents, tandis que à l'époque, donc quand la Terre s'est formée, on avait un seul continent. Donc justement, on va ainsi se demander dans cette vidéo déjà quels sont les différents mouvements de plaques et surtout comment ces mouvements de plaques ont pu être mis en évidence, ok, par justement l'étude des différents indices, aussi bien des indices géologiques que des indices GPS, ok. C'est parti mon kiki. Donc tout d'abord, on va s'intéresser aux différents mouvements de plaques, ok. Alors pour bien comprendre la chose, je vous propose même carrément 3 schémas que je vous affiche de gauche vers la droite, ok. Donc premier schéma, c'est le mouvement de convergence. En fait, deux plaques, tout simple, c'est même le mouvement de divergence. On va commencer par plus. Donc mouvement de divergence, c'est quoi? C'est tout simplement, vous avez deux plaques A et B, et elles vont s'éloigner l'une par rapport à l'autre, et ce par rapport à un axe qui est la dorsale, ok. Donc voilà, ça fera un choc. Donc dorsale océanique, retenez bien, on a un mouvement de divergence de plaques, c'est-à-dire deux plaques vont s'éloigner l'une de l'autre, ok. Et donc c'est pour cela qu'on vous disait au collège que l'Amérique s'éloigne de l'Europe à raison de 4 cm par an. Parce que, en fait, entre l'Europe et l'Amérique, on a une frontière de plaques, qui est donc la dorsale atlantique. Et donc, au sein de cette dorsale atlantique, comme toutes ces autres dorsales, on a donc un mouvement de divergence entre deux plaques qui vont s'éloigner. Ok. Là, pareil, on rentrera plus en détail de ces mouvements dans la prochaine vidéo. Ok. Puisqu'il y aura une vidéo carrément sur la dynamique des zones de divergence. Ensuite, donc, on a les zones de convergence. Et ça se coupe donc en fait en deux temps. On a les zones donc, de convergence entre une plaque lithosphérique et une plaque continentale. Et on a, ou bien entre deux plaques lithosphériques de nature océanique. Mais on peut avoir donc le cas des zones de collision également, qui sont des zones de convergence, mais cette fois-ci entre deux plaques continentales obligatoirement. Donc on va commencer par la première chose. Donc la zone de convergence entre une plaque, donc tout simplement lithosphérique océanique et une plaque continentale, ou bien entre deux plaques lithosphériques océaniques, ça peut arriver. Donc là, tout simplement, cette zone-là qu'on appelle aussi subduction, c'est la zone de subduction, ok, voilà. Et qu'est-ce que je peux constater? Je vais constater que tout simplement, on va avoir une plaque, donc lithosphérique la plupart du temps océanique, qui va plonger sous une plaque continentale, ok. Et donc là,
le mouvement qu'on va observer au sein des fosses océaniques, ou bien zones de subduction. Deuxième cas, donc pour les zones de subduction, ok, voilà, et ben on va voir tout simplement, ou bien zone de convergence, on va voir donc tout simplement une collision entre deux plaques lithosphériques continentales, et donc ça va aboutir à la formation de montagnes, ok. Donc voilà, retenez un petit peu ces trois choses-là. Donc quand j'ai une fosse océanique, enfin quand j'ai une dorsale océanique, j'ai un mouvement de divergence de deux plaques, donc les plaques elles s'éloignent l'une de l'autre. Ensuite, quand je suis dans les zones de quand je suis dans les zones de convergence, donc j'ai la subduction, et donc tout simplement j'ai le plongement d'une plaque sous une autre, ok, voilà, donc c'est la fosse océanique. Et enfin, donc pour tout simplement la collision, ça va être dans le cas des chaînes de montagne, c'est-à-dire collision de deux chaînes, donc de deux plaques continentales. Voilà, donc ça prend des choses. Alors, cependant, donc ces mouvements-là, ils ont pu être mis en évidence, donc ils ont été étudiés à partir du XXe siècle par un scientifique qu'on appelle Alfred Wegener. Alfred Wegener, donc, pour justement mettre en évidence le mouvement des plaques, et ben il a utilisé donc deux indices, ok, bravo. Il a utilisé donc tout d'abord les indices paléontologiques, ok, bravo. Il a utilisé ces indices de paléontologiques, premièrement, et donc il a pu comme ça constater des restes identiques d'êtres vivants, donc de fossiles, aussi bien en Amérique du Sud et en Afrique, qui étaient identiques. Deuxième des choses, c'est également l'observation de la complémentarité des continents sud-américains et donc tout simplement Afrique du Sud, ok, qui a permis à Fred Wegener d'en déduire, ou du moins de supposer, une mobilité horizontale de la lithosphère océanique, ok. Donc ça, voilà, ça c'est un premier indice qui a été étudié et découvert par Fred Wegener pour justement mettre en route ce phénomène, pour mettre en route justement dans la tête des gens l'hypothèse que la Terre, et plus précisément les plaques de la Terre, bougent en fait. Donc ça, c'est Fred Wegener. Mais un petit peu plus tard, notamment donc après la Seconde Guerre mondiale, on a pu développer l'utilisation de sous-marins. Et donc, on a pu s'essayer dans les fonds marins. Et ainsi, on a pu découvrir différents indices et on a pu les exploiter au fur et à mesure. Notamment, un indice très important, à savoir donc l'étude des anomalies magnétiques. Okay, alors oui, comme vous le savez, la Terre, donc tout simplement, va émettre ce qu'on appelle un champ magnétique. Okay, et donc, ce champ magnétique, il va pouvoir être comparé à un aimant, donc tout simplement dipolaire, qui sera situé au centre de la Terre. Et ce champ magnétique, chose qu'il faut bien capter aussi, c'est qu'au cours du temps géologique, il s'est inversé, ok, c'est-à-dire il n'a pas toujours été orienté dans le même sens. Et donc, tout simplement, à l'aide de l'étude de ces champs magnétiques, ok, et des roches qui sont donc dans les fonds marins, à savoir donc les basates, et tout simplement, dans les basates qui contiennent des minéraux ferromagnétiques, qui enregistrent en quelque sorte ce champ magnétique, on a pu retranscrire donc comme ça l'histoire et donc le mouvement de la plaque, ok. C'est-à-dire, pour faire simple, en fait, quand vous allez avoir une roche qui est plutôt récente, ok, qui va être orientée dans le même sens que le champ magnétique actuel, on va considérer que, tout simplement, elle est proche. Et quand la roche va être éloignée de l'axe de la dorsale, on constate que ce ne sera pas forcément dans le même sens que le champ magnétique et surtout qu'elle sera plus vieille, ok. C'est ce qu'on a pu mettre en évidence par l'étude des anomalies magnétiques, ok. Et ainsi, par conséquence, on a pu voir que plus la roche est éloignée de l'axe de la dorsale, et plus elle est vieille, ok, et donc plus la plaque est ancienne. C'est ce que nous avons pu voir et mettre en évidence. Et donc quand on a cartographié ces anomalies magnétiques, on a pu également remarquer une disparition remarquable, c'est-à-dire donc les anomalies positives et négatives, elles sont sur des bandes alternées et parallèles et symétriques, un relief sous-marin qui est la dorsale océanique, ce qui est bien évidemment en corrélation avec le fait que tout simplement plus en fait on avance dans le temps et plus la roche vieillit, ok, et plus la roche s'éloigne de l'axe dorsal et plus elle vieillit. Alors, deuxième indice également qui a été intéressant à explorer, c'est ce qu'on appelle le volcanisme de points chauds. C'est-à-dire que, en fait, comme je vous ai expliqué précédemment, donc dans l'introduction, une plaque c'est quoi? Une plaque, on a dit, c'est une zone qui à la base est calme, ok, c'est-à-dire il n'y a pas trop d'activité sismique, volcanique, tout ça, il n'y a pas d'activité géologique, mais en revanche elle est bordée, donc en frontière, par tout simplement des zones sismiques et volcaniques. Et justement, l'étude de ce volcanisme de points chauds donc a permis de mettre en évidence quoi? On a constaté dans certains endroits de la Terre, par exemple, donc ici, au niveau d'Hawaï, voilà, comme je vous montre sur le schéma, on a pu constater que pourtant Hawaï n'est pas forcément situé sur une zone de frontière de plaque, mais on retrouve donc tout simplement du volcanisme, ok. Donc cela signifie, on retrouve donc des marqueurs de volcan, ok. Donc ça signifie quoi? Cela signifie que tout simplement, au cours du temps, la plaque se serait déplacée, ok. Ça signifie que à la base, la plaque n'était pas située là. Et donc, le volcan aurait dû se situer juste sur la zone de frontière. Et donc, ça veut dire que la plaque, elle serait déplacée. Et comme le volcan, lui, se déplace pas, il est sous-marin, c'est pour cela qu'on a ce volcanisme de points chauds.
Et donc ce volcanisme de point chaud, ok, voilà, et bah on va le caractériser, enfin il se caractérise donc par la remontée du matériel mantélique, ok, et cela va être tout simplement être à l'origine en surface de la formation donc d'un volcan et d'une île. Et ce point chaud, il est considéré comme fixe durant 5 à 8 millions d'années. Et donc la datation des différentes roches qui sont dessus, ok, voilà, notamment les basates, et bah va montrer un âge croissant en fonction de tout simplement de la distance au volcan actif, donc au volcan actif actuel. Ok, bravo. Et donc c'est par l'étude de cet indice qu'on a pu mettre en évidence que les plaques bougeaient. Parce que du coup on se retrouve avec des volcans en plein milieu de plaques, alors qu'en fin de compte ils n'auraient pas dû être en plein milieu de la plaque. Donc c'est à dire que bah, on a bien évidemment un matériel qui se déplace, enfin une plaque qui va se déplacer au-dessus d'un matériel chaud. Ok, bravo. Et troisième indice qui a permis de mettre en évidence donc la structure, le fait que les plaques se déplacent et donc soient mobiles. Donc là, on a pu l'observer qu'à partir des années 90 à peu près, donc fin du XXe siècle, c'est tout simplement l'utilisation des données satellites, ok, par GPS, ok. L'utilisation des données satellites par GPS, donc a permis d'observer, enfin nous a permis dès les années 90 d'observer de façon plus directe le mouvement des plaques, ok, et ainsi d'enregistrer toujours à l'aide de ces satellites, et bah les positions de la plaque aux différents temps, et donc de voir que finalement elles sont pas immobiles, ok. Voilà, et ainsi bah aujourd'hui il est encore possible par satellite et bah, d'observer ces mouvements, ok, de façon plus directe. Alors cependant, les données satellites, le problème qu'elles ont, c'est que bah, c'est des données récentes, c'est-à-dire elles datent seulement des années 90, donc on peut pas retracer les mouvements des plaques bah, auparavant, ok, jusqu'à 3,5 milliards d'années, ok. Tandis que bah, avec l'étude des deux autres indices, donc les anomalies, enfin l'étude des anomalies donc magnétiques et des roches, ainsi que l'étude des volcanismes de point chaud, et ben on peut retracer comme ça, bah, tout simplement on peut retracer quand même l'histoire du mouvement de la plaque, ok, bah, voilà. Et l'histoire de cette plaque de façon plus générale. Donc, bah voilà. C'est pour cela que bah, la plupart du temps, si on veut retranscrire le mouvement de la plaque sur une plus longue durée, on va utiliser plutôt les indices sismiques, enfin des indices volcaniques, mais également les indices donc des anomalies magnétiques. Et pour voir les mouvements de façon plus directe, on peut utiliser GPS. Voilà, donc sur ce, ça va de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne installation en mathématiques.